Bonjour à tous. Bonjour aux personnes qui nous ont rejoints nombreuses au sein de cet hémicycle, mais également bonjour aux auditeurs qui nous écoutent à distance pour cette session, donc la deuxième de la journée organisée par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, et cet après-midi sur les enjeux du vieillissement et plus particulièrement comment bien vieillir, comment préserver sa santé et son autonomie. Et pour cela, donc nous allons écouter nos quatre invités. Avant peut-être de vous les présenter, je vais rappeler le contexte de cette session. Donc l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts est partenaire du Printemps de l'économie et dans ce cadre organise des sessions en lien avec les priorités stratégiques de la Caisse des dépôts. L'Institut pour la recherche, c'est un service qui soutient des travaux de recherche, des études, mais qui est également partenaire d'événements qui contribuent au débat public comme le Printemps de l'économie. Donc je nommais les enjeux stratégiques de la Caisse des dépôts aujourd'hui qui sont autour de 3 axes, la transformation écologique, les enjeux de souveraineté et les enjeux de cohésion sociale et territoriale. Et c'est au sein de ce 4e axe que se situe donc le sujet aujourd'hui, puisque la Caisse des dépôts, mais ça sera rappelé pendant la session, développe une politique sociale, notamment en direction des personnes les plus âgées. Donc la question de la santé et de l'autonomie et du bien vieillir s'inscrit en fait dans la continuité d'une première séance qu'on avait organisée il y a 2 ans sur les EHPAD. Et donc là, l'objectif, c'est plutôt de voir un peu avant l'EHPAD comment bien vieillir, quelles sont les aspirations également des personnes âgées de ce point de vue, quels sont aussi les parcours résidentiels éventuels avant d'arriver en EHPAD. Et donc, c'est les questions qu'on va poser aux 4 intervenants donc, qui ont eu l'amabilité d'accepter d'intervenir à cette session. Donc, pour commencer, Alain Villemeur, qui est responsable scientifique de la chaire Transition démographique, Transition économique, Élodie Alberola du CREDOC, Ronan Mailleux, qui est responsable des études et des statistiques au sein de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts, et Martine Vigneault, donc, qui est vice-présidente du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, et qui est rapporteur donc, de l'initiative Soutenir l'autonomie, donc, dont on s'en saura plus tout à l'heure. Donc l'objectif vraiment est de discuter de ces questions de bien vieillir, mais également d'anticipation et de projection des personnes âgées. Donc d'abord, l'enjeu du vieillissement, Alain Villemeur, donc ça fait partie des travaux centraux de la chaire Transition démographique, Transition économique, mais mesurons un peu cet enjeu du vieillissement. Merci Isabelle, bonjour à tous. Je vais vous parler effectivement pour commencer du choc du vieillissement. Le terme choc n'est pas anodin. C'est parce qu'on est face à un véritable choc du vieillissement. La France vieillit depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, on peut dire, avec l'augmentation du nombre de retraités, etc. Mais là, on rentre dans une nouvelle phase avec le choc du vieillissement. C'est l'arrivée des générations nombreuses du baby-boom, celles qui sont nées entre 1945 et 1970, pour faire simple, qui étaient nombreuses, et qui vont arriver aux grands âges. 75 ans, quand vous êtes né en 45, vous arrivez à l'âge de 75 ans en 2020. Donc c'est déjà derrière nous, et vous arrivez à l'âge de la dépendance, pas forcément systématique, mais une grande probabilité d'entrer en dépendance à 85 ans, donc en 2030. Donc vous voyez, on est dans une phase où la fragilité de ces générations va se manifester de plus en plus. Fragilité, ça veut dire de plus en plus de problèmes de santé, donc de plus en plus de dépenses de santé. Et dans 10 ans, de plus en plus de personnes dépendantes. Donc on estime que, par exemple, les dépenses de santé de quelqu'un qui a 75 ans, en gros, en moyenne, c'est 2 ou 3 fois supérieure à celle d'un trentenaire. La dépendance, actuellement, il y a 2,7 millions de personnes dépendantes en France. On va atteindre les 3,7 millions, s'il n'y a pas de progrès notable, si on prolonge les tendances. Donc 1 million de plus de personnes dépendantes. Alors ça, c'est le vieillissement par le haut, et vous avez le vieillissement par le bas, c'est-à-dire que de moins en moins d'enfants qui naissent. Vous savez tous que la baisse de la natalité est importante. On est passé de 2 enfants par femme en 2010 à 1,6, autour de 1,6 enfants par femme.
Et dans les pays avoisinants, l'Italie, c'est 1,2, 1,3. Bon, donc, avec ces données démographiques, la population française va commencer à diminuer autour des années 2040. Si la natalité baisse encore au taux italien, la population va diminuer à partir de 2035-2040. Voilà, ça c'est le premier effet démographique. Alors, dans ce choc du vieillissement, peut-être que effectivement, il y a un problème qui émerge majeur, c'est celui de la perte d'autonomie. Perte d'autonomie, donc 1 million de plus à venir de personnes dépendantes. Bon, en France, vous savez que les 2/3 des EHPAD sont en déficit financier, qu'ils ont beaucoup de mal à recruter. Donc, on est face à un véritable problème. Le problème des retraites pourrait apparaître comme un petit problème par rapport à l'ensemble des autres problèmes liés au vieillissement. Alors je le dis je vois qu'avec plaisir qu'il y a beaucoup de jeunes ici, mais vous allez être confrontés effectivement à des tas de problèmes. Le problème des retraites actuellement qui est dans l'actualité, ça n'est qu'un des problèmes qui va apparaître. Le problème de la dépendance, il est très simple, c'est que si on veut respecter des normes de qualité pour la dépendance, par exemple comme le fait la Suède, avec en gros un encadrant par résident, si on veut des salaires corrects pour attirer les personnels soignants, etc., c'est quasiment 20 milliards de plus qu'il faut dépenser dans 10 ans. 20 milliards de plus, c'est majeur. Le déficit des retraites va être cette année de 6 milliards. Donc vous voyez qu'on est confronté à des problèmes de grande ampleur qui vont surgir au-delà du problème des retraites. Alors, pour terminer, parce que le temps passe, sur la dépendance, on va être confronté à des problèmes de solidarité intergénérationnelle. Face à ces dépenses à prévoir, qui va financer? Est-ce qu'on demande que tous les actifs y contribuent, par exemple, y compris les plus jeunes, dès le premier euro gagné? Ou est-ce qu'on demande que la solidarité soit finalement centrée sur les retraités? Est-ce que c'est aux retraités à financer leur dépendance? Au-delà, il y a certains pays qui font financer la dépendance à partir de 50 ans, grossièrement, parce que c'est l'âge où on prend conscience de la dépendance de ses grands-parents, etc. Donc vous voyez, on va être confronté à un problème de société qui finance ces dépenses de dépendance. Est-ce qu'on fait financer par les jeunes? Est-ce qu'on fait financer uniquement par les retraités? À quelle hauteur? Comment va s'exprimer la solidarité intergénérationnelle? Alors, vous avez aussi un autre problème qui surgit, c'est celui du virage, qu'on appelle le virage domiciliaire. C'est-à-dire, faut-il vieillir dans un EHPAD ou à domicile? Les pouvoirs publics essayent de favoriser ce qu'on appelle donc le virage domiciliaire, c'est-à-dire le vieillissement à domicile. C'est le souhait de 85% des Français qui souhaitent vieillir à domicile. On les comprend. Les différents scandales sur les EHPAD n'ont pas effectivement ont plutôt fait peur aux Français. Donc il y a eu une chute du taux d'occupation des EHPAD. Alors c'est en train de remonter, mais il y a eu vraiment une chute de ce taux d'occupation et la volonté de rester à domicile. Or, la volonté de rester à domicile, elle est, me semble-t-il, légitime. Encore faut-il avoir les services à domicile. C'est-à-dire donc tous les services d'aide à domicile, d'aide à la toilette, d'aide au repas à domicile, les soignants, les médecins, etc., qui vont chez les patients à domicile, etc. Et donc, quand on regarde la carte de la France, les services à domicile sont très inégalement répartis. Dans la plupart des départements, c'est insuffisant. Dans les métiers d'aide à domicile, on a beaucoup de mal à recruter. Les salaires ne sont pas très attractifs. Donc, on est face à un défi, là aussi, un défi de recrutement. On estime que si on voulait effectivement favoriser le vieillissement à domicile,
c'est quasiment 200 à 300 000 personnes qui devraient travailler à domicile. Donc il faut recruter 200 à 300 000 personnes de plus, alors qu'on a du mal à recruter actuellement les personnes pour le travail, pour l'aide à domicile. Voilà, donc c'est un défi considérable et ça fait partie aussi du débat. Est-ce qu'on veut favoriser le maintien à domicile? Et à ce moment-là, il faudra s'engager dans effectivement des moyens supplémentaires pour l'aide à domicile. Ou est-ce qu'on favorise les EHPAD? On n'a pas le choix pour les personnes très dépendantes, ce qu'on appelle les GIR 1 ou 2, les personnes très très dépendantes. A priori, la seule solution, c'est l'EHPAD, compte tenu de la nécessité de l'encadrement et du milieu finalement médical. Mais pour le reste, les autres GIR qu'on appelle de 6 à 4, peut-être 3, moyennant l'adaptation des logements, ça peut se faire à domicile. Mais ça suppose des adaptations de logements là aussi. Ça suppose aussi de dépenser ou d'aider les Français à adapter leur logement. Voilà, je vais peut-être en rester là. Donc 3 défis, celui du choc financier que va représenter le choc du vieillissement, le défi des EHPAD, et comment on les finance, quelle solidarité intergénérationnelle il faut-il favoriser, et puis le maintien à domicile, qui est là aussi, on est devant un débat, est-ce qu'on met vraiment les moyens sur l'aide à domicile par exemple? Merci beaucoup. Alors, on va peut-être ouvrir la question des trajectoires résidentielles, puisqu'il y a peut-être des solutions intermédiaires entre le domicile et l'EHPAD. Et on reviendra peut-être aussi sur les questions de santé, puisque je sais que la chaire TDTE travaille sur les conditions du maintien en bonne santé des personnes âgées. Donc, on va peut-être poursuivre avec Ronan Mailleux, donc de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts, qui va nous présenter des résultats d'enquête, des souhaits des personnes âgées sur leur vie en tant que personnes âgées après la retraite. Tout à fait, merci Isabelle. Alors effectivement, on a fait réaliser en 2020 une enquête auprès d'un peu plus de 3000 personnes sur des tas de sujets, mais notamment connaître un petit peu, comprendre un peu comment ils se projettent par rapport à la perspective d'une potentielle perte d'autonomie un jour, devenir dépendant, comment s'organiser par rapport à ça, comment le financer, etc. Enfin, tous des problèmes, des questions compliquées qui peuvent se poser à tout un chacun, à un terme pas forcément proche, bien sûr, mais du coup qui posent des questions quant à l'anticipation qu'on peut en faire. Alors, il y a parfois dans le débat public un espèce de présupposé que les gens ne se prépareraient pas à ces questions de perte d'autonomie parce qu'ils seraient dans le déni, parce qu'on se dit oui, c'est positif, on s'imagine bien volontiers en jeune retraité qui s'occupe de ses enfants, qui va voyager, s'imaginer en personne dépendante, qui a des difficultés pour se déplacer, etc. Ça donne pas envie, on est un peu dans le déni. En fait, quand on interroge les gens, c'est pas du tout avéré. Les répondants étaient invités à dire est-ce que j'estime avoir une probabilité de 0%, 10%, 20%, etc. de devenir un jour dépendant. 75% des répondants ont répondu entre 50 et 80%. Donc on ne peut pas dire qu'ils soient dans le déni, au contraire, ça leur paraît être quelque chose de pas certain, mais quand même assez probable que ça leur arrive un jour. Autre exemple, finalement, ils ne sont pas si mal renseignés sur... Quand on leur demande quel est le coût de prise en charge dans une maison de retraite, les réponses qu'ils donnent, en moyenne, ça tombe à peu près sur le coût moyen de ce qui reste à financer par un résident ou sa famille quand il va en maison de retraite, en EHPAD. Donc tout ça donne l'impression qu'ils ont quand même une appréhension de contexte global qui n'est pas mauvaise. Après, par contre, quand on leur... comment tout ça, compte tenu de ces risques, comment on s'organise, comment on prépare ça ou pas, comment on souhaiterait que ce soit pris en charge, là c'est plus compliqué parce qu'effectivement, probablement, c'est le paysage est plus compliqué à maîtriser. Qu'est-ce qui existe comme aide, qu'est-ce qui existe comme service, etc. etc. Et probablement pas mal de méconnaissances. Quand on les interroge, ce qu'on voit, c'est que les personnes interrogées, quand elles sont en couple, envisagent sérieusement de dire oui, je préférerais que mon conjoint m'aide au moins quelques heures plutôt que recourir à un professionnel pour des raisons affectives, etc. Quand bien même on sait que ça peut très vite peser sur la santé du conjoint s'il n'est pas lui-même non plus tout jeune. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment repoussoir pour eux, c'est solliciter leurs enfants. Solliciter ses enfants pour aider dans la vie courante quand un jour on devient dépendant, c'est complètement repoussoir pour les répondants. Ils ne veulent pas, ils préfèrent dans ce cas-là vraiment avoir des aidants professionnels.
parce qu'il renvoie du coup à ce que disait Alain Villemeur sur, avec plus de personnes indépendantes plus tard, il y a une question d'un volume d'aidants professionnels à mobiliser, et ce d'autant plus qu'avec peut-être la plus grande fragilité des unions, les enfants qui habitent plus loin, compte tenu des études où ils travaillent, du taux d'activité plus élevé des femmes, ce qui est une bonne chose en soi, mais très souvent, les aidants sont des aidantes, il faut en avoir encore bien conscience aujourd'hui, ce sont souvent des filles et des belles-filles qui aident, et pas tellement des fils et des gendres. Donc du coup, tout ça fait que les possibilités, qu'on juge ça positivement ou négativement, le fait que des gens soient obligés d'aider leurs proches, de toute façon, le vivier va se rétrécir probablement. Donc du coup, un enjeu majeur sur la disponibilité des aidants, et donc l'attractivité des métiers. Au-delà de ça, on les a aussi interrogés un petit peu sur la manière dont ils pensaient éventuellement pouvoir financer ou pas et comment la financer une éventuelle perte d'autonomie et tous les soins, la prise en charge que ça suppose à côté. Les 2/3 disent qu'effectivement, avec leurs seules ressources, n'arriveraient pas à financer tous les coûts d'une maison de retraite. Alors la dépendance, ce n'est pas uniquement à la maison de retraite, il y a justement un enjeu d'ailleurs de maintien le plus longtemps à domicile, parce qu'à la fois ça peut coûter moins cher, et puis aussi parce que c'est mieux vécu par les personnes, ce qui souhaitent davantage en général. Interrogés par rapport à ça, ils se rendent bien compte qu'ils n'arriveront pas forcément avec tout leur revenu courant. Pour mémoire, une pension de retraite moyenne aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 1 500 € par mois. Les coûts qui restent à charge en maison de retraite EHPAD, c'est plutôt 2 000 2 500 € par mois en moyenne. On voit bien qu'il y a un problème pour la plupart des gens. On ne peut pas tout financer, tout ça. Donc ça, ils ont besoin d'aide, et en même temps, ils donnent l'impression de ne pas bien connaître le paysage des aides. Il y a quelque chose qu'on a vu de très étonnant dans les réponses. Quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mobiliser comme financement, alors leur patrimoine, l'aide de proches, une assurance, ou des aides sociales, il y en a une proportion très significative, y compris chez les personnes à bas revenus qui disent qu'ils ne pourront pas solliciter d'aide publique, d'aide sociale. Or pourtant, il y a une aide qui s'appelle l'allocation personnalisée d'autonomie, la PAC, qui est universelle, c'est-à-dire tout le monde y a droit, indépendamment de ses revenus, et il n'y a pas de recours sur succession possible dessus. Le recours sur succession, c'est quand on peut dire, bon, on vous donne l'aide, mais après votre décès, on va récupérer une partie sur l'héritage, et ça, en général, c'est très mal vécu, donc ça dissuade effectivement. On a l'impression que l'APA, qui ne résout pas tous les problèmes de financement, est quand même très mal connu, qu'il y a un enjeu derrière aussi de maîtrise, davantage de maîtrise par les Français de qu'est-ce qui existe dans un paysage qui au demeurant est assez complexe, il faut bien dire ça à leur décharge. Voilà. Ce qu'on a constaté aussi, c'est du coup, comme on avait des répondants qui indiquaient s'ils pensaient très probable de devenir un jour dépendant, on a essayé de regarder si, comme on avait aussi des réponses sur combien ils avaient épargné, combien ils possédaient de patrimoine financier, non financier, immobilier, etc. On a essayé de regarder si on voyait quelque chose, c'est-à-dire à savoir est-ce que les personnes qui estiment plus probable de devenir un jour dépendant, est-ce qu'ils ont une épargne plus élevée, autres caractéristiques données, un niveau de diplôme donné, etc., pour tenir compte du fait des facultés d'épargne plus grandes quand on est plus diplômé. On s'aperçoit effectivement que les personnes qui déclarent avoir une plus grande probabilité de devenir un jour dépendant ont une épargne un peu plus élevée, de l'ordre d'une épargne financière, un stock de l'ordre de quelques mois de revenus de plus, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui permet sans doute du coup de financer quelques mois de prise en charge de la dépendance, y compris en maison de retraite ou EHPAD, là où c'est très coûteux. Mais ça permet probablement que de faire face du coup à des épisodes relativement brefs de dépendance. Alors ça arrive, il y a des épisodes de dépendance qui sont assez brefs, c'est vraiment juste la fin de vie, les dernières semaines, derniers mois. Puis il y a aussi des cas où ça peut durer des années, 5 ans ou plus, notamment quand la dépendance est liée notamment à des problèmes de déclin cognitif qui souvent les gens peuvent vivre longtemps avec ça et avoir besoin d'énormément de prise en charge. Donc on voit bien que probablement aussi en termes de réflexion sur la prise en charge publique, socialisée ou pas, il y a une question sur l'épisode long ou épisode bref de dépendance, et les questions ne vont pas se poser du tout de la même manière. Ce qui est intéressant aussi, je vais finir par ça, c'est que, effectivement, j'ai dit que globalement, les gens anticipaient de manière assez réaliste le risque de perdre un jour son autonomie, de devenir un jour dépendant, c'est vrai. Mais quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a quand même des différences. Les gens les plus diplômés tendent à accorder
estimer plus élevée la probabilité de devenir un jour dépendant que les personnes peu diplômées, alors que le constat serait plutôt inverse, hein, si on regarde les statistiques sur l'existant. Donc il y a peut-être une sous-estimation chez les personnes peu diplômées. Mais il y a d'autres choses plus liées au vécu qui jouent beaucoup dans ces représentations. Si les gens se déclarent en mauvaise ou en très mauvaise santé, là, elles donnent des probabilités beaucoup plus élevées de devenir un jour dépendant. Et si elles ont été confrontées elles-mêmes à la perte de dépendance d'un proche, amis, parents, etc., alors la probabilité qu'elles s'assignent de devenir un jour dépendant devient beaucoup plus élevée. Donc on voit que le vécu personnel, plus des facteurs comme l'éducation, joue pas mal dans la représentation et dans la capacité à se projeter et éventuellement à essayer de s'organiser. Mais essayer de s'organiser à un horizon qui peut être de 10, 20 ou 30 ans, c'est compliqué de toute façon et ça nécessite un accompagnement et c'est complexe. Peut-être 2 mots, est-ce qu'il y a dans de l'enquête des choses sur ce que les personnes font concrètement pour s'organiser, même à échéance de 10 ou 15 ans? C'est tout simplement épargner ou c'est... Il y a assez peu d'éléments parce que quand on sollicite des gens on s'interroge des gens de 40 ans en leur demandant pourquoi vous épargnez, est-ce que vous épargnez pour le cas où vous devriez un jour dépendant, ils vont répondre oui, mais si on demande est-ce que vous épargnez pour pouvoir aider vos enfants en cas de coup dur, ils vont répondre oui. Ils vont répondre oui à des tas de trucs. Donc en fait, dans les motifs d'épargne, ils sont multiples, en fait c'est multifactoriel, et le fait de s'organiser pour un éventuel épisode de perte d'autonomie, ça reste quand même quelque chose, une raison parmi d'autres, mais qui n'est pas... Oui, à 40 ans, mais peut-être qu'une personne à 70 ans, je ne sais pas s'il y a des répondants de 65-70 ans dans l'enquête. Il y avait des répondants de 75-70 ans, mais alors ils devenaient assez peu nombreux, on n'a pas vraiment fait un focus en termes de fiabilité statistique. Merci beaucoup. On va prolonger ce premier tour de table. Après, on reviendra avec des questions transversales, mais on va parler peut-être plus précisément des aspirations résidentielles et de voir justement qu'on peut peut-être ouvrir l'alternative que nous présentait Alain entre le domicile ou l'EHPAD. Tout à fait. On va parler adaptation du logement, projection dans un autre logement, éventuellement. Je vais vous présenter quelques résultats d'une recherche qu'on a menée pour la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sur les facteurs notamment de bien-être et de bien vieillir, qui passent par le logement et la manière la possibilité de se projeter en dehors de ce logement. Alors, ce n'est pas un scoop, les intervenants l'ont dit, la France vieillit, avec le souhait pour les seniors de rester chez eux. On a effectivement une part importante de seniors qui estiment vouloir bien vieillir et le plus longtemps possible à leur domicile, avec, comme vous l'avez évoqué, l'idée qu'entrer dans un établissement spécialisé, ce n'est pas leur souhait premier, et que effectivement, l'idée, c'est de rester chez soi le plus longtemps possible. Est-ce que vous avez appelé le virage domiciliaire? Il va effectivement falloir l'accompagner, puisqu'il pose un certain nombre de questions en termes de moyens, effectivement, en termes d'adaptation de logement. Il faut effectivement avoir conscience de la nécessité d'adapter son logement, et puis d'avoir les ressources financières de le faire. Il faut aussi avoir, vous l'avez dit, l'aide professionnelle nécessaire pour pouvoir rester en toute tranquillité, sécurité chez soi et répondre à ses besoins d'accompagnement et notamment d'accès aux soins. On a un attachement très, très français peut-être au logement. On a 62% des retraités qui déclarent qu'ils auraient beaucoup de mal à vous parler du patrimoine, mais à vendre leur patrimoine pour se projeter dans un autre chez soi. Donc c'est des questions qu'on a essayé de travailler avec nos retraités. Alors d'une manière, là j'ai mis quelques graphes très quantitatifs, on en a interrogé une bonne part de retraités, un nombre assez conséquent, et à chaque fois on essaie de mettre en regard avec des retraités, des futurs retraités, et même une population plus jeune, en population générale. Alors qu'est-ce que nous disent les gens quand on les interroge sur les caractéristiques du logement idéal? Alors ce logement, il doit être bien évidemment accessible, de plein pied, avec ascenseur, sans marche, et tout simplement adapté ou équipé en vue du vieillissement. Et puis il doit être confortable, bien évidemment, chauffé, isolé, et surtout, c'est une dimension importante du logement à laquelle on ne pense pas nécessairement, c'est que ce logement soit idéalement situé en proximité de services, près du centre-ville, près des proches, proche des amis, puisqu'on regarde le logement dans toute son extension en fait. Donc les retraités sont plus sensibles à la question, mais les futurs seniors aussi. Donc on voit bien l'importance de cette dimension de l'adaptation du logement.
Alors, on a aussi un point important, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez évoqué l'idée que les gens sont de plus en plus sensibles à cette question, mais on a quand même quelques freins à cette idée d'adapter son logement. Dans notre enquête, on a quand même 14% qui, en dépit de besoins avérés, déclarent qu'ils ne prévoient pas à court terme ni à moyen terme l'adaptation de leur logement. Et donc, il y a quelques freins en la matière. Le fait de ne pas en ressentir le besoin à l'instant T, à l'instant où on interroge les gens, déjà c'est assez difficile de diagnostiquer le besoin en termes d'adaptation dans le logement. Donc pour ça, il faut être accompagné, il faut avoir un regard un peu expert sur les besoins, ses propres besoins. Bien évidemment, le coût, on l'a évoqué, le coût du logement, et puis la méconnaissance des aides. C'est vrai qu'on est dans un écosystème assez complexe et qu'on a un retraité sur deux qui n'a aucune connaissance d'une aide quelconque, que ce soit les aides qui relèvent de l'APA ou d'autres, comme vous les avez cités. Et en fait, les facteurs d'adaptation, finalement, les motivations à faire ne sont pas les meilleures. En général, les gens nous disent quand j'aurai un problème de santé, quand le coût sera moins important, ça peut se comprendre, quand je serai vraiment en difficulté, je penserai adapter mon logement. Donc on voit bien l'enjeu à accompagner les gens dans leur réflexion, on continue à les accompagner puisque les choses font quand même leur chemin. Et ils sont surpris, cette adaptation elle est rarement anticipée. Donc on a de nombreux freins psychologiques, mais pas que. Par exemple, quand on est propriétaire, on a peut-être plus de latitude à penser, à se projeter dans son adaptation de logement que quand on est locataire et contenu par un certain nombre de contraintes. Puis comme je disais, c'est compliqué déjà d'avoir un regard sur sa propre situation et d'avoir adapté son logement en aide technique. Il faut avoir effectivement un accompagnement. Et ce que nous disent les retraités, c'est qu'ils seraient prêts à condition d'être accompagnés, d'avoir une communication assez claire et accessible et surtout en confiance, puisqu'il y a la question, quand on se lance dans des travaux par exemple, d'avoir confiance dans son artisan, de le trouver et d'être accompagné en sécurité sur ces questions. Et puis une fois qu'on a réalisé les travaux, la bonne nouvelle c'est que tout le monde est d'accord pour dire que ça améliore clairement le confort au sein du logement et la sécurité. Donc on a des gains, une plus-value nette à adapter son logement. Alors quand on parle d'adaptation, de quoi on parle? Des choses assez concrètes. Mais la douche, tout simplement, on va remplacer la baignoire qui est accidentogène par une douche un peu mieux, plus sécurisée et puis aussi plus accessible. Les volets électriques, plus on vieillit, plus c'est difficile d'ouvrir ces volets parce que voilà, en général, on a des volets assez lourds, notamment à la campagne. Donc les volets électriques, ça peut être un sujet. L'aménagement d'une pièce en rez-de-chaussée. Effectivement, quand on peut le faire, il y a la question de projeter effectivement cette adaptation pour pouvoir avoir une pièce de vie au rez-de-chaussée et accessible. Donc, quand on adapte, eh bien effectivement, le logement est ressenti comme plus adapté à sa situation et on vit donc mieux dans ce logement et peut-être le plus longtemps possible. Après, effectivement, quand le logement est inadaptable, ça peut arriver. Voilà, on a des contraintes techniques. Le niveau de fragilité, on a évoqué les GIR tout à l'heure, il peut être tel que finalement l'adaptation est très complexe. Et donc il arrive la question peut-être de se projeter ailleurs que dans son logement. Il y a une difficulté là en termes de projection, d'identification du besoin et de connaissance de l'offre. Ce qu'on perçoit dans cette enquête, c'est qu'on a encore un certain nombre de retraités qui n'identifient pas les alternatives à l'EHPAD. On l'a dit, vous l'avez dit, l'EHPAD, c'est pas très engageant pour plein de raisons, de bonnes raisons, des contraintes qui sont difficiles aujourd'hui à travailler en termes de politique publique. En tout cas, il existe une offre aujourd'hui dite alternative entre le domicile historique, individuel, personnel et l'institution, qui est relativement peu connue, mais je vais les citer très vite, mais on parle sur ce chapitre des résidences services seniors, des résidences autonomiques qui ont des points de convergence, des MARPA en ruralité, du béguinage, de la colocation intergénérationnelle, de l'accueil familial encore. Donc on a effectivement aujourd'hui en France une forme d'habitat alternatif assez riche, mais peu connue malheureusement, ou pas encore assez connue, même si les choses progressent. Et ce qui reste, l'offre la plus repérée, ce sont les résidences autonomie et les résidences services. Alors parfois, il y a peut-être une confusion entre les deux, mais plus que la connaissance précise de telle ou telle offre, qu'est-ce qui attire les gens dans ces lieux, même si, je le répète, et c'est les mêmes considérations que pour l'adaptation du logement, qu'est-ce qui engage les gens dans leur projection? C'est toujours un événement un petit peu malheureux, donc une dégradation des capacités physiques ou cognitives, une insécurité dans le logement, l'isolement social, en tout cas, ça peut être une motivation plutôt positive, aller dans un autre logement, mais le saut vers l'habitat intermédiaire, en général,
en tout cas encore aujourd'hui, il est plutôt envisagé d'une manière contrainte. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cette offre alternative, elle est appétante dans l'idée des gens, dans la représentation. Et qu'est-ce qu'ils mettent en avant, qu'est-ce qui les attire dans cette offre ? C'est notamment la possibilité de conserver son propre espace de vie, son intimité, parce que ce qui est rédhibitoire en institut ou en résidence médicalisée, c'est qu'on perd un peu de son libre arbitre tout de même, qu'on est contraint à un certain nombre de consignes, d'espaces. Donc là, l'idée de pouvoir conserver son intimité, son propre espace, la possibilité d'être en connexion avec ses proches, de pouvoir recevoir de la famille. Pour rappel, l'habitat alternatif, en l'occurrence les résidences autonomie ou les résidences-services, permettent, ce sont des logements individuels, de petits logements, de petits studios en général, qui permettent d'être chez soi, mais d'accéder aussi à des services communs. Donc ça, c'est effectivement ce qui attire les gens, en tout cas ce qui leur donne envie potentiellement. Et puis en général, ces lieux, contrairement à certains EHPAD, sont situés en proximité de services. Et puis on peut avoir aussi conservé son médecin traitant, accéder à une offre de soins en périphérie, avoir accès à des services partagés comme une restauration. Donc tous ces avantages, finalement, laissent à penser aux retraités que ça peut être une solution engageante, appétante pour le bien vieillir et l'avancée en âge. Ce qu'on note, nous, dans notre enquête, c'est qu'effectivement, les résidences autonomie, donc on a précisé un petit peu avec les gens quelles étaient les caractéristiques, semblent remporter des suffrages un peu plus nourris que le reste des autres offres d'habitat, sachant que, je finirai par ce propos, mais la résidence autonomie aujourd'hui, c'est la première offre d'habitat alternative en termes de place et de couverture sur le territoire, même si les résidences-services seniors progressent aussi en parallèle, mais en tout cas aujourd'hui, ça donne un nombre de places assez important. Et autre partie, donc la moins quantitative de cette recherche, on est allé en résidence autonomie, passer du temps avec les résidents, avec les équipes, pour se rendre compte finalement des gens, de la qualité de vie des gens qui y étaient et pour quelles raisons ils y étaient entrés. Et ce qui ressort de ce temps passé à discuter et avec les aidants, on a parlé des aidants tout à l'heure également, c'est que les gens qui étaient très contents d'avoir retrouvé un chez-soi. Donc la question du chez-soi, on peut être chez soi dans son logement historique, mais on peut, et c'est un élément important, retrouver un chez-soi ailleurs, dans d'autres caractéristiques. Et les gens qu'on a croisés, en vrai, ils corroborent finalement ce qu'on a vu dans l'enquête quantitative. C'est un espace privatif, confortable, qui permet de restaurer le lien social. On est en convivialité avec des gens qu'on apprend à connaître. Et finalement, ces caractéristiques remportent l'assentiment des gens qui s'y sentent bien. Ils ont retrouvé un endroit sécurisé avec du lien social. Et quand on discute aussi avec les aidants, pour les aidants, c'est aussi un endroit de répit finalement. Alors, aidants, on peut entrer en couple dans ces résidences autonomie, mais les aidants proches, en général les enfants, sont aussi soulagés de se dire que leurs proches sont dans un lieu bienveillant, accompagnés. Je ne l'ai pas dit, mais on relève ici d'une offre médico-sociale. Donc on a une équipe dédiée à l'accompagnement de ces personnes âgées avec une offre de prévention. Et donc le tout, finalement, nous on a rencontré des gens qui ont été accompagnés dans leur fragilité, d'ailleurs assez loin. Quand on parle de fragilité, on peut aller assez loin dans ces questions de fragilité et donc à la limite parfois de la perte d'autonomie. Et en accord avec les enquêtes de référence, notamment de l'enquête Santé publique France, on voit qu'effectivement ces lieux permettent une certaine restauration du bien-être, c'était notre propos, du lien social et de l'envie de partager des événements assez forts avec l'entourage et les autres résidents. J'ai mis quelques verbatims assez illustratifs parce que l'idée c'est d'incarner aussi le vécu des gens. Donc voilà, quelques citations, mais ce n'est pas intrusif, on est chez nous, c'était ce qu'on voulait vérifier, on a les clés, on veut descendre quand on en a envie, on peut retrouver des gens quand on en a envie, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de consignes, on a notre liberté et on voit aussi le discours des aidants qui sont satisfaits de pouvoir voir évoluer leurs proches dans un événement, dans un environnement bienveillant, sécurisé et avec des effets assez forts sur la santé et le moral.
un petit point, je l'ai dit rapidement, mais qu'est-ce qu'une résidence autonomie? Alors, je parle plus avant de ce propos, de cette offre, puisqu'on a passé un petit peu de temps, on n'a pas eu l'occasion d'aller voir d'autres formes d'habitat alternatif. La résidence autonomie aujourd'hui, selon les enquêtes relativement récentes, c'est l'offre, la première offre aujourd'hui avec 120 000 places d'hébergement, donc c'est une offre conséquente qui accueille à peu près aujourd'hui 100 000 résidents fragiles. Si on en tient nos courbes de vieillissement, il faudrait doubler quasiment, voire plus, à l'horizon 2030, c'est le nombre de ces résidences autonomie, de ces places pour pouvoir accompagner le vieillissement de la population. Et on voit effectivement que les résidences-services progressent, mais elles sont encore un petit peu loin en termes d'offres, en termes de couverture. Et donc juste une conclusion assez positive, c'est qu'on peut retrouver un chez-soi, même vieillissant ou très vieillissant, dans lequel on se sent bien. Donc ce sont des lieux de vie, des lieux de répit ouverts sur l'extérieur, où on peut accompagner les fragilités et la fin de vie. Donc l'idée, c'était de faire une focale sur cette offre d'habitat, sans oublier le reste de l'offre, et de vous présenter les appétences et les montantes des résidents et des retraités pour ces formes d'habitat alternatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie Alberola. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Martine Vigneault, donc du Conseil économique, social et environnemental, sur les travaux du CESE concernant le financement de la perte d'autonomie, ou en tout cas ce qu'on peut faire pour éviter ou repousser la perte d'autonomie. Mais je vous laisse présenter vos travaux. Merci beaucoup et merci aussi pour votre invitation. Ça nous donne l'occasion de vous développer les travaux que nous faisons dans cette assemblée, 3e assemblée de la République, et qui sont de nature à éclairer la puissance publique. Donc effectivement, comme les intervenants précédents l'ont dit, le sujet de la perte d'autonomie est un sujet qui préoccupe tout un chacun. Et c'est un défi sociétal parce que nous, on n'appelle pas ça le choc, mais on appelle le mur démographique en 2030. Donc, nous nous sommes préoccupés de savoir pour 2030 comment les personnes personnes vieillissantes trouveraient des solutions pour financer leur perte d'autonomie éventuelle. Parce que ce qu'on s'est rendu compte quand même, c'est aussi une préoccupation globale de toutes les familles. Donc, nous avons essayé d'organiser nos débats avec la présence de 15 citoyens dans les travaux de la commission. C'est la première fois que le CESE menait cette expérience et ils ont été très intéressés, ils ont participé complètement, ils ont fait des propositions de préconisation, puisque c'est notre métier ici de faire des préconisations sur les différents sujets. Donc, ce que l'on a commencé par faire, c'est à identifier si les besoins actuels étaient couverts, s'il y avait des besoins nouveaux à couvrir pour anticiper effectivement 2030. Ensuite, on s'est fixé comme principe directeur d'accroître la solidarité nationale et de mettre fin aux inégalités. Alors donc, ce qui veut dire que recherche de financement. Alors, peut-être c'était il y a 1 an, et nous étions dans un autre contexte économique, mais je pense qu'il est toujours d'actualité, ce sujet-là, et nécessitera de toute façon des financements supplémentaires. Ensuite, donc, de ce fait-là, on a essayé d'identifier des pistes de financement. Alors, vous pouvez imaginer que dans une assemblée de 175 membres, issus de la société civile organisée, qui va des représentants des salariés en passant par les représentants des organisations patronales en allant vers le tissu associatif,
il y a certes des convergences, mais aussi il peut y avoir des différences d'appréciation. Donc, ce qui nous a conduit à identifier des pistes de financement, mais pas de solution miracle ou pas de solution unique. Donc, voilà. Et la question également que l'on a posée, parce qu'en tant qu'institution, c'est la question de la gouvernance, puisque vous savez aussi bien que moi que il y a eu une branche de la sécurité sociale pour la perte d'autonomie qui a vu le jour en 2021, qui a été confiée à la Caisse nationale de solidarité autonomie, à qui il faut donner une véritable colonne vertébrale pour faire en sorte que la solidarité nationale portée par la sécurité sociale soit effective au même titre que pour la santé, que pour la famille ou que pour la vieillesse. Donc, rapidement, dans les besoins qui sont devant nous, on a un effort national relatif à la perte d'autonomie qui a déjà atteint 28 milliards, soit 39% de plus qu'il y a 10 ans. Et monsieur nous a indiqué la trajectoire sur laquelle nous devions aller. Donc, ces besoins-là, ils sont tant au niveau des aides. Alors, vous dites que les aides ne sont pas connues. Bon, c'est bien dommage. Déjà, on constate qu'elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes pour plusieurs raisons. Elles sont insuffisantes parce que il n'y a pas assez de personnel, monsieur l'a dit, les formations sont à améliorer et donc du coup, je me dis que je suis ravie de voir beaucoup de jeunesse dans cet hémicycle qui, j'espère, sera préoccupée et trouvera dans ces métiers du prendre soin des motifs de réalisation pour eux. Ensuite, on a la question des aidants. La question des aidants qui ne disposent pas de droits suffisants et puis qui, pour l'instant, n'ont pas une reconnaissance à la hauteur de leur engagement. Madame a parlé des questions de l'hébergement. Nous avons du logement. Oui, nous avons placé nos travaux dans un parcours de la personne, c'est-à-dire qu'effectivement, nous ne sommes pas du tout dans la question domicile ou EHPAD, mais bien dans un parcours, c'est-à-dire que du domicile, on peut aller vers de l'habitat alternatif et s'en arrêter là, ou aller plus loin dans les EHPAD selon les besoins et la situation des personnes. Donc, voilà le contexte dans lequel nous avons mené les travaux, avec comme principe directeur, effectivement, la solidarité nationale, même si nous avons expertisé aussi les questions de patrimoine et les questions de viager. Mais je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. L'important pour nous, c'était de garantir un panier de prestations et de services financés par la solidarité nationale. Ensuite, de mettre fin aux inégalités territoriales, parce qu'on s'est rendu compte fortement qu'il y avait des inégalités selon les départements, selon les choix des départements. Et donc, du coup, on ne garantissait pas à tout citoyen sur le territoire une offre équivalente. Et d'ailleurs, il y a des attitudes qui commencent à se voir le jour avec des transferts de personnes âgées d'un département à l'autre selon
les aides attribuées. Et le point aussi que nous avons voulu mettre en exergue, c'est, vous savez que les tarifs dans les EHPAD sont calculés entre le tarif soins, le tarif dépendance et le tarif hébergement. Vous avez une expérimentation qui vient d'être lancée sur la fusion soins dépendance. Elle est en cours, donc nous la souhaitons et on verra ce que l'on peut en tirer, mais que l'hébergement soit pour les plus modestes fasse partie de la solidarité nationale. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que pour les plus modestes, vous avez normalement, bon, la passe, c'est une chose, monsieur l'a dit, elle n'est pas récupérable sur succession, mais par contre, vous avez l'aide sociale à l'hébergement qui, elle, est récupérable sur succession, qui fait que vous avez des familles qui trouvent des solutions ad hoc comme ils peuvent, parce qu'ils ne veulent pas laisser cette dette à leurs enfants et donc récupérer cette succession. On s'est largement penché sur le sujet et effectivement, on s'aperçoit que l'engagement de l'État ne serait pas si important que ça si ça faisait partie de la solidarité nationale que l'on doit à nos personnes vulnérables. Donc, tout cela pour permettre aux citoyens en perte d'autonomie, parce qu'ils sont toujours des citoyens, de pouvoir avoir le libre choix de son évolution dans le parcours de vie. Donc, nous sommes allés assez rapidement là-dessus et je voudrais citer quelques pistes parce que il est nécessaire d'y voir aussi plus clair sur ces sujets-là. Alors, sur les pistes, d'ailleurs, monsieur en a évoqué quelques-unes. Il m'a devancé. Donc, vous avez effectivement un financement socialisé actif retraité par le biais de la CSG, qui est fléché aussi protection sociale, et ça c'est sécurisant pour que ça ne soit pas perdu dans le budget de l'État et éventuellement il est préférable d'affecter quelques financements plutôt que d'être dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances. Donc cette partie-là, ensuite, effectivement, qui sollicitait, disons, l'ensemble des revenus et l'ensemble des actifs et retraités. Il y a sur la CSG un sujet, c'est que pour des revenus identiques, un actif a un taux supérieur à celui de la personne qui est en situation de retraite. Et effectivement, cette différence-là, à un moment donné, fait débat. Et j'ai eu l'agréable surprise, pendant les travaux, de voir qu'il y avait unanimité pour que le taux des retraités soit équivalent à celui des actifs. Donc là, il y a des questions de financement. Un autre financement aussi qui a fait débat, mais qui aussi a été travaillé profondément, c'est celui du patrimoine. Celui du patrimoine, alors bon, tout le monde est très attaché à son patrimoine, c'est évident,
Mais à un moment donné, compte tenu de la façon dont les droits de succession sont conçus, on a la possibilité, il y a des marges de manœuvre aussi là-dessus pour essayer de trouver des moyens de financement. Mais pour avoir ces financements-là et les redistribuer dans le système de la sécurité sociale, il faut le patrimoine. Bon. J'ai beaucoup été interrogée sur les questions d'assurance. On les a expertisées, mais à ce jour, je ne sais pas pour clore le débat, mais il y a nécessité d'y travailler davantage parce que c'est insuffisant pour l'instant. En fait, ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'il faut un courage politique pour lancer ce sujet-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faudra que ça soit expliqué pédagogiquement pour que chacun puisse se dire « oui, je finance, mais je sais ce que je finance ». Voilà. Et terminer en disant qu'il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs solutions. Merci infiniment. Excusez-moi de vous avoir un tout petit peu pressé sur la conclusion, mais je voudrais qu'on garde quelques minutes pour des échanges avec la salle. Y a-t-il des questions peut-être amener un micro pour les personnes qui souhaitent poser leurs questions. Merci. Oui, 1, 2, 3. Oui, bonjour, Jean-Louis Pierre, administrateur de Nuoma Mutuelle. On a beaucoup réfléchi à ces questions et je voudrais vous faire agir sur 2 éléments. Le premier, c'est sur une labellisation plus explicite, plus claire, plus objective sur ces fameuses résidences seniors, services et autres, où il y a vraiment une grande variété, pour rester poli, de services, et en particulier sur le suivi médical. On a trop d'exemples où des simples chutes ou des petits incidents conduisent à l'appel au SAMU, l'hospitalisation et toute une chaîne derrière, alors que c'est censé apporter un minimum de services, y compris médicaux. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, merci d'avoir abordé les questions de financement via la reprise sur héritage qui fait très peur. Il n'en reste pas moins vrai que, vu les finances publiques, il faudra bien quand même intéresser les gens à leur propre situation. Et je ne sais pas si vous avez creusé cette piste d'une reprise sur succession, mais en pompant prioritairement déjà sur les frais de succession, sur les droits de succession, car dans le cas de collatéraux, neveux, cousins, ils peuvent s'élever jusqu'à 65%. En plus, ces cousins, neveux n'ont pas forcément, j'allais dire, apporté un service énorme à la personne dont ils héritent. Donc il y a peut-être une piste significative de ce côté-là, mais ça n'est qu'une piste, bien sûr. Merci beaucoup. Peut-être une ou 2 autres questions. On va prendre une série de questions. Là, et puis une dernière question tout en haut. Moi, c'est plutôt une réflexion qu'une question. Ça peut paraître en dehors du sujet, mais enfin, étant donné les baby-boomers donc, qui arrivent, le nombre de personnes âgées on ne peut pas financer vraiment facilement leur avenir, enfin leur fin de vie. Donc je trouve qu'il serait indispensable et urgent que le droit de disposer de sa mort passe aussi dans la Constitution comme le droit à l'avortement. On devrait pouvoir disposer de sa mort, aller chez un généraliste qui nous prescrive de quoi en finir, et puis librement. Ça devrait être à la portée de chaque citoyen français. Voilà. Merci beaucoup. Et dernière question, puis on va répondre. Oui, bonjour. J'ai une habilitation familiale pour ma mère qui a 91 ans. Et au moment de faire des dossiers, justement, pour qu'elle reste à domicile, on a demandé l'APA. Sauf qu'elle était fonctionnaire territoriale hospitalière. Et donc, dans le dossier de l'APA, c'est bien précisé qu'il faut passer par la CNRACL, qui, elle, n'accorde pas de financement si on a une retraite trop élevée. Tant mieux, ma mère avait une retraite assez élevée, mais donc c'est pas universel finalement l'APA, et c'est ça qui est dommage. Merci beaucoup. Donc on répond aux différentes questions. Donc il y avait une question sur la labellisation des résidences seniors, services, etc.
Je ne sais pas, Elodie, peut-être un petit mot de... Non, sur la labellisation. Il y avait une question sur les reprises sur héritage. Vas-y, Alain, tu veux en parler? Oui. Ah oui, alors sur le financement de la perte d'autonomie, il y a évidemment la piste de la contribution du patrimoine. On sait que les seniors ont un patrimoine considérable et que donc on pourrait le mettre à contribution. Nous, on a fait une étude sur le financement possible si on veut trouver 20 milliards dans 10-15 ans. Il y a l'assurance dépendance. On n'en a pas beaucoup parlé, mais l'assurance dépendance, il faut savoir qu'il y a quand même déjà 7 millions de Français qui ont souscrit une assurance dépendance. C'est-à-dire qu'ils payent une assurance et lorsqu'ils deviennent dépendants, ils auront une petite rente. Une petite rente qui leur permettra de compléter la retraite pour payer la résidence EHPAD ou autonomie, etc. Bon, donc c'est une solution qui existe déjà. Et il ne faut pas la sous-estimer, même si, bon, il peut y avoir des soucis de qualité, de standardisation, etc. C'est une solution possible. Mais quand on fait les calculs, on trouve que cette assurance dépendance, si on la rendait obligatoire à partir de 50 ans, elle serait en mesure de fournir 9 à 10 milliards. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà la moitié du financement. Il reste à trouver 10 milliards. Et donc nous, il nous semble qu'il faut essayer de le trouver sur le patrimoine. Je rejoins ce qui a été dit sur le patrimoine, qui est toujours considérable. Des seniors, 60% du capital des actifs immobiliers financiers sont détenus par les seniors. Probablement avec des inégalités dans cette répartition. Il y a beaucoup d'inégalités, ça c'est sûr. Un mot sur la fin de vie. Vous vouliez réagir, Madame Vigneault? Sur la fin de vie, qui est un véritable sujet, je crois que dans cette enceinte, il y a eu la Convention citoyenne fin de vie, où on a travaillé pendant 9 week-ends sur le sujet, où des propositions ont été faites pour être traduites au niveau législatif, et qui a fait émerger aussi la question des soins palliatifs et des inégalités concernant aussi ces questions-là, puisqu'il y a toujours un département qui n'a aucune unité de soins palliatifs. Donc, je ne vous répondrai pas sur le fond, parce que ça, c'est une question de l'intime, mais je crois qu'un certain nombre de choses ont été faites pour avancer sur le sujet. Il reste maintenant à ce que ça se traduise législativement, et je crois que le Premier ministre, même s'il veut 2 textes, entend donner une réponse au mois de mai-juin sur ces sujets-là, où tout sera examiné en même temps. Voilà pour les éléments d'actualité sur ce sujet-là. Merci infiniment. Et peut-être Renan sur la question de l'APA, les modalités de l'APA. Oui, je confirme que l'APA est bien universelle au sens où si vous êtes classé entre GIR 1 et 4, quel que soit votre niveau de ressources, vous avez le droit à l'APA. Après, ce qui se passe, c'est que GIR 1, c'est une perte d'autonomie très, très sévère. GIR 6, c'est peu ou pas de perte d'autonomie. Après, du coup, ça renvoie au classement qui peut être fait par les équipes médico-sociales des départements, en GIR 1 à 6. Ce n'est pas vraiment une science exacte, c'est complexe. Et il y a des questions qui se posent régulièrement sur l'homogénéité des pratiques entre départements, notamment, qui peut faire qu'une même personne ne va pas forcément être classée de la même manière selon le département où elle est. Et après, du coup, si effectivement vous n'êtes qu'en GIR 5 ou 6, vous pouvez avoir des besoins, parce qu'il peut y avoir un début de perte d'autonomie, effectivement, il y a des besoins à financer. Mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas éligible à l'APA et on vous renvoie effectivement en général auprès de votre caisse de retraite dans une logique d'action sociale. Mais bien souvent, dans ces cas-là, effectivement, les caisses de retraite, sur un budget limité, vont les flécher vers les personnes ayant des plus faibles pensions. Oui, j'ai posé la question là au début. La reprise sur les labels, je ne sais pas si on avait travaillé avec la charte des DTE sur des labels, plutôt sur la formation des personnels soignants, pas forcément sur les résidences. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des éléments de réponse. Je crois que nous devons terminer. Donc, un grand merci à nos intervenants et merci à vous tous pour votre attention.